tout le monde et tout d'abord une très belle et merveilleuse année 2022, j'espère, malgré les circonstances actuelles. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, de la réussite dans vos projets, surtout de la joie et du bonheur avant tout. Bon, évidemment, qui dit nouvelle année dit petit bilan de 2021. Si vous souhaitez directement passer au top flop de cette année, n'hésitez surtout pas à aller dans la barre d'infos, j'aurai mis des timecodes. Sinon, c'est parti pour un petit bilan de la chaîne. Alors, 2021, ça a été une année très compliquée pour moi. Vous avez remarqué que j'ai sorti vraiment peu de vidéos. Alors, de février à avril, j'ai eu des gros soucis de santé, donc ça explique quand même le vide de cette période-là. Mais après ça, j'ai eu un espèce de gros laisser-aller et de démotivation totale qui était surtout, je pense, provoqué par le contexte sanitaire actuel qui personnellement me pèse beaucoup. Depuis que je suis gamine, en fait, les maladies, les pandémies, tout ça, ça fait partie de mes pires peurs. Donc oui, ça n'a pas toujours été très facile pour moi, mais il y a quand même eu quelque chose de très positif dans cette année 2021 pour la chaîne, et je pense que vous le voyez normalement dans le cadre, il y a une petite nouveauté. Et oui, j'ai gagné le prix du public des internets 2021, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend très heureuse et très fière. C'était par rapport à ma vidéo sur HPI qui du coup a été plébiscitée par le public pour gagner ce prix. Je suis aussi allée à la remise des prix du coup en septembre à Paris. Ça a été une épopée, mais ça a été vraiment génial, un vrai moment de sororité, de partage, et vraiment avec des personnes qui sont formidables et qui font tout pour essayer de mettre en avant la créativité des femmes et des personnes non binaires sur internet. Ça a été super intéressant parce qu'on a vraiment pu échanger nos points de vue sur la plateforme, sur son évolution. Ça a été super intéressant, un vrai moment de partage et de bonheur. Et donc voilà, vous aurez maintenant cette petite nouveauté dans le cadre. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour il sera accompagné par le prix YouTube, hein? On peut toujours rêver. En 2021, j'ai aussi essayé d'aller sur la plateforme TikTok pour faire un petit peu des avis à chaud. En fait, reporter les avis critiques que je faisais avant sur ma chaîne YouTube et aller sur TikTok. C'est une plateforme qui ne me convient pas du tout. Je pense que je vais fermer mon compte d'ailleurs, ça ne me plaît pas, je ne me sens pas à l'aise dedans, je n'en comprends pas vraiment les codes, et surtout le format de 3 minutes, donc diviser des vidéos en deux parties de 3 minutes, ça ne me convient pas. Du coup, je suis toujours un petit peu bloquée sur ces choses-là, parce que je vais recommencer maintenant à aller au cinéma très régulièrement, et je ne sais pas où vous en parler de manière efficace. Parce que j'ai peur que si je vous en parle sur YouTube, ça perde un petit peu mes autres formats, donc les ciné-pépites, les 5 bonnes raisons et tous les formats beaucoup plus écrits que j'essaye de mettre en avant et de créer, qui sont des formats un peu plus sérieux, un peu plus étoffés, qui me demandent beaucoup plus de travail, de montage, de recherche et d'écriture. Et à l'inverse, et ben, si je les mets sur une autre plateforme, j'ai peur que personne n'aille les voir. Et surtout, la question c'est, si je les mets sur une autre plateforme, quelle plateforme? Parce que bah, très honnêtement, des plateformes de vidéos aujourd'hui, à part sur des vidéos courtes, bah, y a TikTok, et puis après bah, y a YouTube, et puis c'est rien d'autre. Si jamais vous avez une envie, une idée, surtout n'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous voulez que je continue à faire ici les avis critiques, donc je rappelle des avis un petit peu à chaud qui ne sont pas préécrits sur les films qui sortent actuellement au cinéma, et que je continue aussi en parallèle les plus gros formats sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voyez une autre solution, n'hésitez pas à me le partager aussi. Et je voulais juste vous dire que si jamais vous êtes plus intéressé par le format écrit, j'ai beaucoup plus étoffé mes posts Instagram. Donc maintenant on a des posts Instagram sur mon Insta, que je vous mets bien évidemment dans la barre d'infos, n'hésitez surtout pas à aller voir, à vous abonner, tout ça, ça fait toujours plaisir. Lorsque je sors d'une séance, je vous fais un petit post qui récapitule les points positifs, les points négatifs en images. Je vous mets aussi les points principaux du casting avec le nombre de femmes que comporte le casting, parce que j'essaye de voir si les films respectent la parité ou pas à ce niveau-là. Je vous fais aussi un résumé avec les trigger warnings que peuvent comporter le film, donc ça je pense que ça peut être important pour pas mal de personnes. Et bien évidemment un petit avis rapide que je vous mets aussi à chaque fois dans la description, donc un petit avis qui est en 2300 caractères, donc j'ai pas le temps de m'étaler énormément, mais quand même ça vous donne quand même un premier aperçu. Si jamais vous n'avez pas envie forcément de regarder des formats vidéo pour avoir mes avis sur des sorties de films récentes, vous pouvez aller sur Instagram. Très honnêtement je suis plutôt contente de ce format, j'ai trouvé des petits templates qui sont assez sympas, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas les projets pour 2022, je vais essayer de reprendre le rythme d'une vidéo par semaine que j'avais en 2020, une vidéo par semaine consacrée au cinéma et une vidéo par semaine consacrée au dessin. C'était un rythme voilà, que j'arrivais à tenir, et peut-être intercaler au milieu des avis critiques de films plus à chaud, donc ça on verra. Peut-être que ce sera même des avis que je tournerai au téléphone, histoire de pas avoir tout le matos installé, tout ça, donc on verra, je pense que ça peut être...
Macha. Elle a pas renversé mon pied, ce qui est quand même un exploit étant donné qu'elle le fait quand même un coup sur deux en vidéo, mais je sais pas, là elle a son petit quart d'heure de folie, évidemment, à chaque fois que je tourne, sinon c'est pas drôle. En 2022, je compte aussi ouvrir une chaîne Twitch. Pour l'instant, je ne vous donne pas de date officielle, etc., parce que je ne sais pas encore vraiment quand je pourrai avoir le temps de lancer ce projet, mais j'aimerais énormément qu'on se retrouve dans un format qui serait bi-hebdomadaire ou hebdomadaire, selon le temps que j'ai à y consacrer, où on ferait ensemble des petits blind tests que j'aurais proposés, où on reviendrait ensemble sur un film marquant de la semaine, et où voilà, on pourrait avoir un temps d'échange, de discussion sur l'actualité cinéma du moment. Ça me ferait très très plaisir. Et dans la journée, je proposerai des lives où je fais des dessins, tout simplement, lorsque j'ai des commandes, lorsque je travaille sur des projets, pour que vous puissiez voir un petit peu mon processus à l'œuvre directement. Et d'ailleurs, grâce au prix du public du site internet, j'ai commencé à investir dans du matériel pour Twitch, donc je sais, voilà, je vous l'annonce comme ça arrivera courant 2022, je ne sais pas encore quand. En 2022 aussi, j'aimerais proposer plus de formats collaboratifs, donc demander à plus de gens d'intervenir sur mes vidéos, ou alors moi-même d'intervenir sur plus de vidéos des autres. J'aime beaucoup ce genre de formats qui sont un petit peu un juste milieu pour moi. C'est-à-dire que je suis une personne qui aime beaucoup le contact humain, et en même temps, j'aime bien être en contrôle sur les projets que je fais. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup, voilà, faire des choses comme ça. Et si jamais vous êtes vous-même créateur ou créatrice sur internet et que vous êtes intéressé par mon contenu, que vous voudriez que j'intervienne sur votre chaîne, bah surtout n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait super plaisir, et voilà. Ce petit bilan est terminé et on va passer au vif du sujet, évidemment, ce que vous attendez plus, le top et le flop du cinéma de 2021. Alors faut savoir que cette année je suis pas allée énormément au cinéma, bon déjà il y a eu quand même une fermeture énorme de plus de 6 mois, donc ça n'a pas aidé. Mais en plus de ça, contrairement aux autres années, il y avait des moments où j'avais du temps libre pour aller au cinéma, et je me retrouvais à n'être intéressée par aucune proposition qui était à l'écran. Et pourtant, j'ai du choix. Sur Toulouse, on a plein de cinémas disponibles, donc j'ai vu beaucoup moins de films que les autres années, ce qui explique d'ailleurs que cette année je fais un top 10 et un flop 6, je crois, étant donné que j'ai vu peu de mauvais films, c'est tant mieux. On commence tout de suite par les tops de l'année 2021. En 10e position, Sound of Metal. Alors, il est placé relativement tard sur ma liste, mais c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé, et c'est un film que je trouve extrêmement qualitatif, et c'est pour vous dire le niveau de ce qu'il va y avoir dans le reste, parce que si on commence par Sound of Metal, c'est quand même que l'année 2021, bien qu'elle n'ait duré que 6 mois, a été vraiment très qualitative en termes de film. J'ai trouvé cette proposition vraiment très marquante et très pertinente, et elle était d'autant plus impactante qu'on recommençait l'année cinéma quasiment au moment de la sortie de Sound of Metal. Et recommencer sur quelque chose comme ça a été quand même une sacrée claque. Le travail du son et du non-son est absolument époustouflant dans ce film, et je sais que même dans la communauté sourde, ils ont trouvé ce film pertinent, et en particulier sur le rendu de ce que donnent les implants qu'on l'on plante directement sur le cerveau, que l'on implante directement sur le cerveau. Je sais pas comment ils ont réussi à rendre avec autant de justesse ce son-là, mais c'est vraiment très réussi, et surtout terriblement impactant, parce que nous, en tant que personnes entendantes, on arrive vraiment à se mettre à la place de personnes qui ont ces implants-là. C'est vraiment un des films que j'ai trouvé les plus immersifs sur le sujet, et les plus, comment est-ce que je pourrais dire, ludiques, dans le sens où ça nous fait vraiment comprendre au mieux et au plus proche le quotidien d'une personne sourde. Il y avait aussi plein de propos intéressants, notamment sur les débats au cœur de la communauté sourde. Faut-il se faire poser des implants, oui ou non? Faut-il accepter sa surdité? Notamment lorsque Riz Ahmed arrive dans la communauté de personnes sourdes, qui du coup le rejette une fois qu'il se fait poser l'implant. J'ai trouvé que c'était un débat qui était vraiment très intéressant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est vrai que c'est un débat qui existe dans la communauté sourde, et je trouve ça très important que ce film le pose, et surtout nous fasse comprendre encore une fois quelles sont les choses qui agitent cette communauté, qui n'a pas beaucoup de visibilité. Donc c'est un film que je trouve important à cet égard, mais c'est aussi un film extrêmement réussi sur le plan purement cinématographique. Riz Ahmed est époustouflant, la mise en scène est d'une pertinence incroyable, c'est très poétique, c'est très sensible, le scénario est très bon, c'est un film qui se suit sans aucun ennui, malgré le fait que ce soit un drame, on pourrait attendre du pathos, il n'y en a pas. C'est très beau, c'est vraiment un film très beau, et pour vous dire, c'est le top 1 de l'association L'Écran, donc l'association de cinéma dont je fais partie sur Toulouse, et je comprends tout à fait pourquoi, parce que ça a vraiment été un grand film de 2021. En 9e position, Last Night in Soho. Je le place un tout petit peu plus haut parce que ça a été une vraie surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que Edgar Wright réussisse aussi bien son pari de faire un cinéma de genre sérieux pour une fois. Parce que on le connaît dans ces incartades de cinéma de genre un peu bouffonnesques, parodiques, qui sont excellentes, qui sont pointilleuses, avec une mise en scène qui est tout à fait personnelle, mais je me demandais comment est-ce qu'il allait adapter justement sa mise en scène, qui est d'habitude si humoristique, à quelque chose de plus sérieux.
sérieux, de froid et à un vrai film d'horreur entre guillemets. C'est une réussite incroyable. Et surtout, il y a des passages dans ce film, notamment les premières fois où on voit les espèces d'hommes ombres sans visage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu peur au cinéma, j'ai eu une peur viscérale, un sentiment de gêne. Malheureusement, par la suite, on les voit un peu trop, donc ce sentiment a tendance un petit peu à s'effacer. Je trouve le casting exceptionnel. Alors, Anya Taylor-Joy, c'est pas une surprise, moi j'ai toujours été fan d'elle. D'ailleurs, au passage, on se parle du fait que Hollywood lui a refusé des rôles parce qu'il trouvait qu'elle était trop moche. Mais je veux dire, si cette meuf est moche, personne n'a sa chance dans le monde, quoi, c'est pas possible. Je trouve que c'est vraiment une actrice exceptionnelle, peut-être une des meilleures de sa génération. Sincèrement, je trouve qu'elle est surprenante dans tous ses rôles, et je trouve que c'est bien qu'elle soit dans le cinéma de genre, parce que je pense que ça lui permet justement d'exprimer toutes ces différentes facettes. Mais pour moi, la grande surprise, ça a été Thomasin McKenzie, parce que je l'avais vue dans Jojo Rabbit, où elle a un rôle, certes bien, mais pas un rôle qui lui permettait peut-être de s'exprimer aussi bien. Dans Last Night in Soho, c'est elle qui porte le film, et je la trouve d'une justesse incroyable. Je trouve déjà son personnage très bien écrit. C'est rare que je vois des personnages d'adolescentes un peu timides qui soient aussi naturels en fait, et aussi sympathiques. En général, on se perd très vite dans des clichés de la timide un petit peu effacée, qui n'a pas de personnalité. Là, je trouve au contraire qu'on a une adolescente qui est timide, mais qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a de la volonté, et qui fait tout en fait pour mettre en œuvre son rêve, et je trouvais ça très intéressant ce genre de personnage parce qu'elle est très loin des clichés. Et Thomasin McKenzie, elle est incroyable dans sa performance, elle est très naturelle. Et Edgar Wright a réussi à faire une mise en scène bigarrée, colorée comme on lui connaît, qui rend hommage à de grands classiques du giallo avec des tons rouges extrêmement affirmés, des tons bleus. Vraiment, je trouve que c'est une très belle réussite, malgré quelques longueurs et malgré quelques pistes scénaristiques un petit peu maladroite, et notamment la fin du film. Je ne vais pas spoiler, mais je trouve que la fin du film pourrait même contredire un petit peu le message, à savoir qu'on finit presque par avoir de l'empathie pour des violeurs. Et ça me perturbe beaucoup, étant donné que tout le film est au contraire plutôt féministe, assez engagé pour la liberté des femmes à disposer de leur corps comme elles l'entendent. Cette fin me semblait un petit peu maladroite au niveau de son écriture. En 8e position, j'ai décidé d'inclure un film en VOD qui est disponible sur la plateforme Shadows. Il s'agit de Rent a Pal, ou Rentepal, hein, en bon vieux français comme il se doit. C'est une vraie pépite du cinéma d'horreur, je trouve, une vraie surprise et une très belle découverte que je vous invite vraiment à aller voir sur Shadows. Et non, c'est pas un contenu sponsorisé, d'ailleurs si Shadows vous voulez sponsoriser mes vidéos, allez-y parce que j'ai besoin de bouffer moi aussi. Rentepal, c'est donc l'histoire d'un mec qui vit avec sa mère, qui a des gros soucis de santé, il est donc aidant à plein temps. Il a la quarantaine, il n'a pas de vie sociale, et il décide de participer à ce qui se faisait dans les années 80 en fait. On envoyait des messages vidéo à une société qui se chargeait en fait de redistribuer ce message vidéo à d'autres personnes. Bien souvent c'était des annonces de rencontres par vidéo interposée. Et un jour dans cette même société il tombe dans un bac de vidéos à louer sur une vidéo qui s'appelle Rent a Pal, donc loue un ami. Il achète donc cette vidéo sans grande conviction. Il s'agit d'une vidéo qui est un petit peu gênante au début puisqu'il s'agit de quelqu'un qui va faire semblant d'être ton ami, donc de faire une conversation avec toi, de jouer avec toi, ce genre de choses, mais par vidéo interposée sans aucune interaction. Mais petit à petit, il va commencer à se prendre d'obsession pour cette vidéo. Je ne vous en dis pas plus, c'est brillant. C'est un concept qui est minimaliste, qui se déroule dans très peu de lieux à la fois, qui reste concentré sur son principe, qui ne s'éparpille pas dans des milliers de choses. Notamment, à un moment, je pensais que ça allait prendre une piste surnaturelle, ce n'est pas le cas. C'est un très beau film qui parle aussi très bien des affres de la solitude, qui parle des difficultés aussi des personnes qui sont aidantes et soignantes à plein temps, notamment sur des personnes âgées qui sont déficientes mentales, donc de toute la violence que ça a aussi, parce que cette mère, à certains moments, ne reconnaît pas son fils, ou alors elle va avoir des propos qui sont extrêmement violents à son encontre. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont gérées avec beaucoup de finesse. La mise en scène est excellente, je trouve l'acteur principal formidable, il est vraiment à la fois dans une sensibilité, il est extrêmement touchant, extrêmement sympathique, et dès qu'il commence à virer à l'obsession, bon Dieu qu'est-ce qu'il est effrayant. Franchement, une petite pépite du cinéma d'horreur que je vous recommande, les yeux fermés, franchement vous m'en direz des nouvelles, je pense que vous allez vous régaler. En 7e position, un film un peu improbable, Ongaku, Notre Rock. C'est un film d'animation japonais qui déjà sort totalement des standards de l'animation japonaise Ghibli-isante à laquelle on est un petit peu habitué en Occident. Ici c'est une animation qui est très minimaliste, voire même qui peut être par moments un peu laide, un peu déroutante. C'est un film
qui m'a fait hurler de rire et pleurer de rire du début à la fin. C'est un humour un peu difficile à décrire, c'est un humour à la japonaise qui se base sur énormément de temps mort, énormément de moments un peu gênants, énormément de choses qui frôlent l'absurde mais qui ne sont pas non plus traitées comme dans l'humour à l'anglaise. Je sais pas vraiment comment décrire l'humour à la japonaise, mais si jamais des choses comme Azumanga Daioh vous parlent, des choses comme Yotsuba, franchement vous allez retrouver ce genre de choses dans Ongaku notre roi. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de 3 bras cassés dans un lycée un peu paumé, mais qui sont un peu bras cassés par défaut, qui sont des petites frappes mais qui ne font jamais vraiment preuve de violence, tout le monde les craint mais on sait pas vraiment pourquoi, qui un jour décide de monter un groupe de rock sans jamais n'avoir touché un seul instrument. C'est drôle et en même temps c'est un hommage extrêmement touchant au rock des années 70, à l'émergence aussi du rock dans ces années-là, qui étaient vraiment des choses qui étaient portées par des personnes qui étaient très passionnées. C'était du rock qui s'importait ou s'exportait très mal, donc ça parle aussi de ces soucis-là, du fait que c'était que des choses qui étaient un petit peu passées sous le manteau, entre passionnés, du côté bouche à oreille, ce genre de choses, qui est une période qui presque me rend nostalgique, moi, que je n'ai pas connue évidemment, mais ça me rend presque nostalgique de cette période-là. Aujourd'hui on a tellement d'informations, d'accès à tout, de facilité, que on découvre même presque plus de pépites étant donné que tout nous est accessible. Alors qu'à cette époque-là, j'ai l'impression que chaque découverte était un peu magique. Ongaku, c'est vraiment un film qui est totalement inclassable, que ce soit dans son style d'animation, dont je vous ai déjà parlé, que ce soit dans son humour, que ce soit dans son histoire, qui finalement ne raconte pas grand-chose de plus que ça. Cette bande de 3 gars qui forment un groupe de rock alors qu'ils ont jamais joué d'instrument, et c'est tout, et ça suffit. C'était un vrai moment de bonheur, un vrai moment de bonheur pur, et on ressort de là avec une sensation d'avoir vraiment la pêche, d'avoir envie aussi de croire en ses rêves, de se dire que même si jamais on est des brels, tout peut nous réussir. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien, surtout en ces temps-là. Je suis allée le voir quasiment à la réouverture des cinémas et ça m'a vraiment fait un effet électrochoc qui fait tellement de bien dans la période qu'on traverse. Sincèrement, Ongaku, si vous cherchez un film un soir pour vous remettre un petit peu, pour vous rebooster, vous redonner le sourire et sur lequel vous allez vous fendre la poire du début à la fin, allez-y, c'est vraiment un régal. En 6ème position, le film Gagarine que j'ai rattrapé hier, donc vraiment il s'est glissé dans mon top in extremis. C'est un film qui est assez unique. Je trouve que c'est un film très original qui aborde le sujet des banlieues dans un angle qui n'est ni pathos ni violent, qui change totalement du regard qu'on a l'habitude de porter sur la banlieue. Ça reste un film qui est social, qui parle de ces vies de personnes pauvres qui sont toujours laissées pour compte et surtout qu'on n'écoute pas. C'est un film vraiment qui parle énormément de ces voix, de ces colères qui ne sont jamais entendues, des pouvoirs publics qui ne font rien pour changer les choses et qui se bougent le cul uniquement pour aller détruire les banlieues, pour aller détruire des habitations mais qui ne font rien avant ça. Mais c'est un film qui à côté de ça est assez lumineux, solaire, qui parle beaucoup des rêves qui sont confrontés à la réalité. Alors parfois le choc est un peu brutal, mais c'est aussi un film qui montre comment le rêve et le merveilleux peuvent s'insérer dans le quotidien et comment les deux peuvent cohabiter, même dans des lieux qui sont considérés habituellement comme ne faisant pas rêver, c'est-à-dire des lieux comme les banlieues, des choses assez délabrées. La mise en scène est douce, sensible, très poétique. Il y a énormément de plages contemplatives avec une musique un petit peu planante, un petit peu à la manière de ce qu'avait composé Hans Zimmer pour Interstellar. Ça se marie extrêmement bien avec les images qui filment la banlieue avec vraiment un côté doux, solaire et poétique. Le casting est aussi absolument génial, l'acteur principal est vraiment incroyable, mais j'ai aussi été extrêmement soufflée. Évidemment, je me rappelle plus des noms, par la jeune fille qui l'accompagne tout un bout du film. Je trouve qu'elle est d'une justesse vraiment incroyable, qu'elle est à la fois dans ce rôle un petit peu de femme dure qu'on arrive à se donner à certains moments de l'adolescence pour s'insérer dans des groupes de garçons, qu'on essaye de se la jouer un petit peu comme ça, femme dure, et en même temps un côté extrêmement sensible et doux. Elle a ce côté qui ne juge pas, un côté extrêmement rêveur aussi. Je trouve que son personnage est très complexe, extrêmement bien écrit, et je trouve qu'elle l'incarne à merveille. J'aimerais dans les commentaires, s'il y a des personnes qui ont vu ce film, que vous me disiez comment vous avez interprété la fin, parce que j'ai vu que toutes les personnes ne sont pas forcément d'accord. Pour ma part, je vous le mettrai en zone spoiler dans un commentaire épinglé. Pour moi, c'est une fin plutôt lumineuse et positive, mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qui l'avaient interprété comme étant quelque chose d'assez négatif, donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Gagarine, ça a été un peu la pépite surprise de cette année. J'ai vu qu'il a été dans énormément de top de gens, et je comprends pourquoi. Je vous avoue que c'était un film que je n'attendais pas. Quel beau film, quelle petite pépite, quel
monument de poésie tout en sensibilité et qui en même temps a ce côté extrêmement lumineux, enfin vraiment un très très beau film, loin du pathos, loin des clichés. En 5e position, et alors là on n'est pas du tout dans un film lumineux, au contraire, The Father. Qu'est-ce que j'ai pleuré! Mais qu'est-ce que j'ai pleuré, mais cette fin, je pense que la scène de fin, elle va me hanter pendant des années. Rien que d'en parler, j'ai des frissons, sincèrement. Je trouve que Anthony Hopkins, il offre là une de ses meilleures performances, si ce n'est peut-être la meilleure performance de sa carrière, c'est pour vous dire. The Father, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui parle de la dégénérescence d'un homme atteint d'Alzheimer. Un sujet pareil, je pense que ça peut laisser personne insensible, et je vous assure que c'est traité de toute façon avec une telle justesse que ça ne peut pas laisser insensible. Et la fin, je vous dis, le dialogue de fin, le monologue de fin de Anthony Hopkins, ça me hante, mais rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer, quoi. C'est un film au début assez déroutant parce qu'il prend des allures de thriller. On suit tout du point de vue de Anthony Hopkins, qui est constamment perturbé dans son quotidien. Il a l'impression que les murs changent, il a l'impression que les objets se déplacent, il a l'impression que les gens de son entourage se moquent de lui, font en sorte de le faire passer un petit peu pour fou, alors qu'on comprend très vite qu'il est atteint d'Alzheimer et que donc c'est tout simplement la confrontation de ces mémoires superposées, juxtaposées, qui sont mises en scène. Et je trouve que c'est brillant de réussir à retranscrire visuellement ce qu'est les troubles de mémoire, ce qu'est ces espèces de moments du passé et du présent qui s'intervertissent, qui s'entrecroisent. Et je trouve qu'on sent aussi que c'est adapté d'une pièce de théâtre. Il y a un côté très truc du théâtre. Beaucoup d'ouverture de portes, beaucoup de mise en scène avec des lumières qui sont très théâtrale, encore une fois. Beaucoup de choses avec des sorties de chant, beaucoup de choses qui font penser à des procédés du théâtre, mais qui, je pense, sont extrêmement pertinentes pour dire ce que ce film a à dire. Et du coup, ça me donne extrêmement envie de voir la pièce. Je sais pas si elle a été adaptée en France, je sais pas si elle a été jouée, mais je suis aussi très curieuse de savoir comment le théâtre peut retranscrire cette histoire autour de la perte de mémoire, de la perte d'identité, de la perte de repères. Le cinéma, avec des effets de fondu, avec des effets de mise en scène, peut retranscrire très idéalement ce genre de choses. Du coup, je suis curieuse de savoir comment en théâtre on peut aussi retranscrire ça, et j'aimerais énormément le voir. D'ailleurs, si jamais vous connaissez une adaptation, n'hésitez pas à m'en parler, parce que franchement, ça m'intéresserait. Et petit aparté, si vous entendez du piano, c'est parce que j'ai mon voisin qui joue du piano, c'est très très agréable, d'ailleurs. Tous les midis, j'ai ma petite pause de piano. Je sais pas si vous entendrez à la vidéo ou pas, mais en plus, il joue vraiment très bien, donc c'est très cool. En 4e position, Le Peuple Loup, un deuxième film d'animation dans mon top. C'est assez rare que j'en mette autant, mais alors vraiment, Le Peuple Loup, coup de cœur intersidéral, et en particulier, il m'a touché extrêmement, personnellement et profondément, parce que depuis que je suis gamine, j'ai un intérêt spécifique autour de la question du loup, et tous les soirs avant de m'endormir, j'inventais des histoires autour de loups. Et en particulier, j'avais une histoire que j'aimais énormément me raconter. C'était l'histoire d'une jeune fille qui vivait dans un château, qui était dans une cité qui était emmurée, entourée par une grande forêt que les châtelains voulaient détruire. Dans cette forêt, il y avait des loups, et à sa tête, dans ce peuple loup, il y avait un humain qui les dirigeait. Alors dans mon rêve, c'était un garçon, ici c'est une fille, mais voilà. Ce peuple loup se cachait derrière une grande cascade. Je vous jure que c'est vrai. Et du coup, j'ai eu l'impression de voir littéralement la retranscription d'une histoire que je m'étais inventée enfant sur grand écran. Ça a été un moment magique, mais absolument incroyable. J'avais l'impression qu'on a lu dans mes pensées pour retranscrire l'histoire. Au-delà de ça, l'animation est époustouflante. Je n'avais jamais vu aucun film de ce studio-là, donc beaucoup de gens m'ont dit que c'était dans le standard de ce à quoi on était en droit de s'attendre de ce studio. Pour moi, ça a été une vraie claque, une vraie surprise, d'autant plus grande. Et je trouve l'histoire qui en est liée, donc tout le fond, tout le message du propos, donc à la fois le propos bien évidemment écologique sur le fait de ne pas détruire la forêt, sur le fait de la préservation des loups, etc., qui est évidemment très pertinent. Mais au-delà de ça, c'est aussi un film qui parle de l'invasion de l'Irlande par les Anglais, qui parle aussi d'une lutte de classe entre des personnes pauvres et des personnes riches. On a d'ailleurs un jeu très intéressant sur les accents et les parlers des différents personnages, c'est pour ça que c'est un film qu'il était intéressant de voir en VO. Malgré le fait que l'on ait d'excellents doubleurs en France, on est trop timide sur la question des accents. On ne va pas, par exemple, essayer de retranscrire ça en donnant l'accent du Sud à un des personnages, ou en essayant de lui donner l'accent ch'ti, par exemple. Non, on va rester
dans un accent qui soit bien linéaire, bien parigot et bien lisse comme il faut. Et c'est un peu dommage parce que du coup on perd cette pertinence aussi de la langue, de l'accent, qui sont des propos qui ont été intéressants et développés dans le film. Le Peuple Loup a déjà eu une avalanche de louanges et sincèrement il le mérite. C'est vraiment un excellent film d'animation qui s'adresse à tous les âges. C'est extrêmement cliché de dire ça mais c'est vrai parce qu'il va y avoir des passages qui vont vraiment s'adapter aux plus petits. Le message écologique va être plus facile à comprendre pour les enfants et pour nous il va y avoir énormément plus de sens de lecture. La relation parent-enfant, il va y avoir tout ce dont je vous ai parlé par rapport à l'Angleterre et l'Irlande. Il va y avoir toute une question aussi de la domination. Il va y avoir des choses qui sont presque assez violentes par moments, mais vraiment un film adapté à tout le monde qui est magnifique, qui est une immense réussite. Rien qu'en voyant la bande-annonce, je savais que j'allais adorer, voilà. C'est pas une surprise. En troisième position, un film un peu surprise aussi, étant donné que je l'ai rajouté à la dernière minute. Cette fois-ci, je l'ai vu lundi, Les Sorcières d'Akelarre. Que je regrette de ne pas avoir vu ce film au cinéma. Il est disponible sur Canal en pas sur Canal, pardon, sur Arte en VOD si vous souhaitez le voir, c'est là que je l'ai vu moi. Ce film est incroyable. Déjà, c'est un film qui est magnifique. La mise en scène est incroyable. Et très honnêtement, elle n'a pas été sans me rappeler la mise en scène du Portrait de la jeune fille en feu. On retrouve ces mêmes paysages près de la mer, dans des côtes, dans des falaises, des choses assez tourmentées. On retrouve ce même attrait à des robes aux plis, à des robes parfois d'une couleur particulière, notamment ici une couleur jaune, qui vont ressortir dans des environnements assez fades. On retrouve aussi l'intention portée sur le jaune et sur le feu, des jeux sur les lumières, sur les ombres, des choses très portées sur les visages en gros plan qui vont être filmés à la lueur de bougies. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très sensibles, très belles, et qui rappellent le Portrait de la jeune fille en feu, ce qui est quand même en termes de mise en scène assez exemplaire. C'est un film qui parle de la sorcellerie, de l'image de la sorcière, mais qui ne parle pas que de ça. Ce n'est pas un film qui est que féministe, entre guillemets, même si c'est un peu réducteur de dire ça. C'est un film qui parle aussi énormément de la foi, de la relation au paganisme, et qui parle aussi de la domination, mais de la domination dans son sens assez universel. On parle de la domination patriarcale, on parle de la domination des Espagnols sur les Basques, puisque, chose assez rare pour être soulignée, il y a des personnes qui s'expriment en basque dans ce film, ce qui donne des choses très intéressantes. Encore une fois, c'est un film qui vaut le coup d'être vu en VO pour avoir ces différentes nuances qui seront effacées en français. C'est aussi un film qui parle de la domination catholique sur les croyances païennes. C'est un film qui parle de la domination aussi des personnes âgées sur la jeunesse. Il y a vraiment énormément de niveaux de lecture et pour moi c'est vraiment un film qui parle de ce qu'est être dominé, mais vraiment sur plusieurs strates et plusieurs couches à la fois. J'ai été assez étonnée au vu de ce sujet de voir qu'il y avait des pointes d'humour dans ce film, dans son traitement, qui sont extrêmement bienvenues. En fait, il s'agit de l'histoire de 7 filles qui sont accusées de sorcellerie à tort. Et plutôt que d'essayer de plaider le fait qu'elles ne sont pas des sorcières, elles vont jouer avec les clichés de la sorcière et vont tenter de parodier ce que l'on penserait être des sorcières pour essayer de gagner du temps, en fait, et pour essayer de s'en sortir ainsi. Elles vont donc surjouer la sorcellerie et vont en venir à des choses assez grotesques. Des mises en scène comportant par exemple un cochon affublé d'une tenue de curé ou des choses comme ça. Et pourtant, une fois que la scène de sabbat de sorcière est reproduite, là on n'est plus du tout dans le rire. C'est une scène qui est vraiment très impressionnante, qui prend aux tripes et où on a vraiment l'impression que tout le monde est possédé, on est fasciné. C'est un film extrêmement beau qui est pour moi un très bon complément à The Witch, qui est voilà, un de mes films préférés du monde entier, etc. The Witch de Robert Eggers, parce que même s'il parle du mythe de la sorcière, cette fois-ci on n'est plus dans la fascination pour le côté sataniste de la chose, on est plutôt justement dans une espèce de répulsion et dans une espèce de côté effrayant du satanisme, et je trouve ça très intéressant aussi comme chose à aborder. Donc vraiment, Les Sorcières d'Akelarre, petite pépite, absolument incroyable. En deuxième position, Wendy. Ce film, mon Dieu, j'ai pleuré du début à la fin, mais pas pleuré comme The Father, parce que ça a été des choses vraiment tristes et bouleversantes. J'ai pleuré parce que je trouve ce film tellement, mais tellement beau, tellement lumineux, tellement solaire. Je ne sais pas si vous avez vu le film précédent de Ben Zetlin, qui est du coup Les Bêtes du Sud sauvage. On retrouve vraiment exactement les mêmes thématiques, cette même fascination pour l'enfance, cette même envie d'essayer de retranscrire la magie de l'enfance, et cette même aussi amour pour les vies pauvres, pour les personnes pauvres, pour les
personne laissé pour compte. Je trouve ça incroyable comme il arrive à faire sortir de la magie, du solaire et du merveilleux, de décombres, de débris, de la poussière. Il arrive à en tirer un espèce de jus, une espèce de pulpe du merveilleux qu'il arrive à retranscrire dans ses films. Wendy, c'est un film qui se vit plus qu'il ne s'explique, étant donné que si jamais je vous dis que c'est une retranscription du mythe de Peter Pan, une nouvelle réinterprétation, vous allez vous dire que c'est quelque chose d'assez plat, d'assez fade et d'assez déjà vu. D'ailleurs, personnellement, le mythe de Peter Pan n'est pas quelque chose qui me touche beaucoup. Et pourtant, ce film, je trouve qu'il a il a une ambiance, une atmosphère qui n'appartient qu'à lui, et je trouve qu'il arrive vraiment à retranscrire d'une manière assez juste et sincère la magie de l'enfance, le merveilleux et l'espèce d'étonnement et d'émerveillement du quotidien. Moi, c'est quelque chose que je vise dans ma vie de tous les jours. Je veux que mon quotidien soit merveilleux parce que je pense que le bonheur réside dans les petites choses. Je pense que autour de nous, tout est teinté de merveilleux et qu'il faut juste apprendre à voir les choses comme elles sont et que tout est beau en fait. Et ce genre de film me conforte dans cette vision du monde et m'aide justement à me rapprocher de cette vision-là. Voilà, c'est un petit peu personnel et peut-être un peu psychologie de comptoir de ce que je vous raconte, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti devant Wendy. Et si jamais vous êtes touché par les questions de l'enfance, les questions du bonheur du quotidien, les questions du merveilleux, si jamais le mythe de Peter Pan vous parle, surtout foncez. Wendy, c'est une pure merveille qui, hélas, est passée un petit peu inaperçue. Je pense que c'est pas très juste, vu la beauté de ce film. Et enfin, on va complètement quitter le domaine de la beauté, du merveilleux, du fantastique, pour sombrer dans l'horreur pure avec la pépite horrifique française de cette année, La Nuée. Je savais au vu du sujet, je savais au vu des retours que ce film me plairait, mais je ne pensais pas que ça me plairait à ce point-là, et en particulier je ne pensais pas que les 15 dernières minutes du film me hanteraient à ce point-là. C'est des scènes qui sont marquées au fer rouge dans ma mémoire. J'avais d'ailleurs eu le besoin de les retranscrire en dessin, j'avais eu le besoin de faire des fanarts presque pour faire une catharsis de ce que j'ai ressenti devant ce film. Ce sont les 15 dernières minutes, 15 minutes d'horreur pure, où t'es scotché à ton siège avec la sueur froide et tu ressors de là dans un état de choc. Presque tu tiens ces 15 dernières minutes en apnée. Mais le film ne repose évidemment pas que sur sa fin qui est extrêmement impactante et réussie. Il repose aussi sur son scénario qui est extrêmement intéressant. On suit l'histoire d'une femme qui s'est reconvertie d'une ferme traditionnelle à une ferme à insectes. Et là, ça ne fonctionne pas très bien. Jusqu'au jour où elle se rend compte que ces sauterelles, après s'être coupées malencontreusement, ont repris vie et grossissent plus vite une fois qu'elles ont léché son sang. Voilà, scénario de film d'horreur parfait. C'est aussi un film d'horreur qui vaut par son casting. Je sais qu'on a énormément parlé de l'actrice principale dont j'ai encore une fois oublié le nom, qui est absolument excellente et je crois qu'elle concourt pour les Césars cette année. J'espère qu'elle sera récompensée parce qu'elle est vraiment très très bonne. Mais je trouve que la plus juste de toutes et celle qui m'a vraiment le plus époustouflée est le personnage de l'adolescente. C'est très rare, je trouve, les adolescents qui jouent de manière juste au cinéma et qui sont écrits de manière juste au cinéma. Celle-ci en est un des rares exemples et son interprète est vraiment excellente, elle est à la hauteur de ce film. La Nuée, c'est un film hybride. Il a une partie qui commence comme étant très dramatique, on a même l'impression de ne pas regarder un film d'horreur durant un certain moment, et lorsque l'horreur surgit, elle n'en est que d'autant plus viscérale et d'autant plus dérangeante. C'est vraiment un film extrêmement bien réussi, qui comprend énormément de choses, d'enjeux contemporains, qui réactualise beaucoup de mythes du cinéma d'horreur pour s'attaquer à des propos et des enjeux contemporains. Vraiment, c'est une très 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 grande réussite de cette année. J'espère vraiment qu'il aura des prix, j'espère qu'il a fonctionné parce qu'il est sorti à des périodes compliquées. À la base, il était sorti dans la période de réouverture des cinémas qui avait duré peut-être un mois l'an passé. J'espère qu'il aura eu du succès parce que vraiment c'est un grand exemple magistral du cinéma d'horreur. Et encore une fois, un exemple qu'en France, on est capable de faire du cinéma de genre qui a de la gueule, qui a de l'ambition, qui a de vrais messages, qui a des choses à dire. Et pour moi, c'est très clairement la plus grande réussite de 2021, qui n'a rien à envier à une sortie d'année normale. Ce n'est absolument pas un top 1 par défaut. C'est un top 1 largement mérité, avec énormément d'engouement de ma part. Bon, comme d'habitude, j'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup épanchée, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. On passe désormais au flop. Alors, cette année, comme je vous l'avais dit, j'ai vu moins de films que les autres années et je me suis épargné énormément de mauvais films, ce qui est plutôt une bonne chose. Mon flop va donc être uniquement un flop 6. Et je dois bien le reconnaître, si je veux être d'aucune mauvaise foi, il n'y a dans ce flop, que 2 très mauvais films. Le reste
ce sont des films que je n'ai pas appréciés, je vous expliquerai pourquoi j'ai été déçue, mais c'est vraiment un flop qui est très subjectif avant tout, je tiens quand même à vous le préciser. Avant de commencer le flop, j'aimerais vous parler du cas d'un film que je ne sais pas où placer. Il s'agit du film Old de Shyamalan. Je n'arrive pas à déterminer si je trouve que ce film a des côtés brillants ou si c'est un gros nanar et du coup un flop. Je l'ai regardé hier et je suis encore un peu en train de le digérer, c'est pour ça aussi que je vous en parle. Pour moi ce n'est pas un vrai flop, il ne fait pas partie de cette catégorie, mais ce n'est absolument pas pour autant un film qui est réussi. Je trouve que Shyamalan, il a des moments où il frôle le génie dans ce film, il a des idées de mise en scène, il a des idées de scénario qui sont vraiment très pertinente, et à côté de ça, comme d'habitude, il se perd dans ce qui fait de son cinéma un cinéma souvent ridicule, à savoir des dialogues qui sont d'une platitude, d'une nullité absolument incroyable, avec des gens qui s'expriment de la manière la moins naturelle possible, et qui en plus de ça sont dirigés de manière à ne pas dire leur texte de manière naturelle. Il aime diriger ses acteurs comme étant très froids, très mono-expression. Par exemple, il y a un moment dans le film où il y a une personne qui meurt et tout le monde s'en branle, personne n'a de réaction. Ils ne sont même pas choqués, on a juste l'impression qu'ils viennent d'assister à quelque chose d'extrêmement banal. Et tout dans ce film est un peu comme ça, on a vraiment des moments où on se dit putain c'est brillant, et la scène d'après on se dit putain mais c'est un nanar. Donc si jamais vous avez vu Old, surtout n'hésitez pas à me faire vos retours, parce que comme je vous l'ai dit, je suis encore en train de le digérer, et je suis curieuse d'en discuter, je suis curieuse d'avoir vos avis dessus. En 5e position, je place le film Titane. Je sais que c'est un petit peu douloureux, d'autant plus que j'avais adoré Grave de Julia Ducournau. Je trouve que c'est un film qui est hélas raté. Je trouve que c'est un film qui part dans tous les sens, qui aborde énormément de choses sans vraiment peut-être les comprendre, et notamment autour de la question du genre. Je trouve que c'est un film qui est en fait très transphobe, dans le sens où à aucun moment l'héroïne ne se pose de vraies questions sur son genre, à aucun moment elle ne dit vouloir changer de genre ou être un homme, elle est toujours une femme, elle affirme le fait d'être une femme à plusieurs reprises, mais elle se fait passer pour un homme et se grime en homme. Et c'est vraiment un cliché, un des clichés les plus transphobes qui soit, à savoir de considérer que les personnes trans sont des personnes qui font semblant, sont des personnes qui se déguisent. Je trouvais ça extrêmement violent. Au-delà de ça, donc il y a tout un côté sur la performativité du genre que je trouve aussi assez maladroitement amenée, étant donné que l'héroïne semble se complaire dans plein de stéréotypes féminins. Notamment, Julia Ducournau a une manière de filmer ces femmes qui sont très sexualisées. En fait, elle est vraiment dans quasiment du male gaze, et ce n'est jamais remis en question, on ne nous présente jamais ça comme étant le regard classique des hommes qui est porté sur elle, on nous présente ça comme étant au contraire la manière dont l'héroïne se perçoit, ce qui est d'autant plus bizarre et dérangeant par rapport au fait qu'après elle se déguise en homme pour survivre. Par contre, là où le film est extrêmement réussi, c'est sur sa question de la masculinité toxique. Donc le personnage de Vincent Lindon qui par exemple s'injecte des hormones pour coller à une notion de masculinité, le fait que dès que son fils présumé, qui est du coup l'héroïne qui se fait passer pour un homme, sorte un petit peu des codes de la masculinité, il y a énormément de choses qui dérangent les hommes. La scène de danse par exemple au milieu des pompiers est extrêmement réussie parce que on voit vraiment à quel point les hommes sont mal à l'aise avec leur virilité, avec leur corps, et combien ils sont remis en question dans leur manière d'être un homme dès qu'il y a des choses qui ne se conforment pas à leur vision du monde masculine. C'est aussi un film que je trouve très maladroit sur la notion des maladies mentales, étant donné qu'on semble nous introduire au début du film que l'héroïne est neuroatypique, ça ne revient finalement plus vraiment, si ce n'est pour nous dire que ça devient une tueuse en série, ce qui n'est jamais expliqué, ça tombe complètement gratuitement dans le film. C'est quelque chose qui n'est jamais développé, et c'est un petit peu comme si c'était normal qu'elle devienne tueuse en série, étant donné qu'on l'a introduit comme neuroatypique. Il y a aussi des choses par rapport à la transformation du corps et le fait de l'hybridation avec une machine. Donc au début du film, on la voit avoir un accident et ensuite elle a un espèce d'implant dans le cerveau. Ça n'est jamais vraiment... ça ne mène nulle part. Il n'y a pas de questions autour de la transhumanité, par exemple. Il y a toute une notion sur le fait qu'elle saignerait non pas du sang, mais elle saignerait de l'huile parce que ce serait une femme machine et elle a des relations sexuelles avec des machines. Donc ce sont des choses métaphoriques, mais c'est très maladroit, c'est très mal amené, et en fait ce film m'a souvent donné l'impression d'une gratuité. Ça m'a donné un petit peu l'impression de vouloir être subversif pour être subversif, et que Julia Ducournau ne maîtrisait pas vraiment les images qu'elle mettait en place, qu'elle ne maîtrisait pas vraiment ses propos. Et cette sensation est d'autant plus renforcée par les interviews que j'ai lues d'elle, parce que je vous avoue que j'ai quitté le film, j'étais un petit peu perplexe, j'avais plein de questions en tête, et je me suis dit je vais regarder un petit peu ce que Julia Ducournau en pense. Et je me rends compte que, par exemple sur la notion de transidentité, c'est très maladroit ce qu'elle dit, c'est très
très peu maîtrisé. Il y a beaucoup de choses sur la question de la femme machine, ce genre de choses. Elle disait qu'elle voulait avant tout créer des images. Donc ce sont des choses qui paraissent assez gratuites finalement, comme si elle n'avait pas assez réfléchi et fouillé son fond. Et malheureusement, j'avais vu Grave dans une rencontre avec Julia Ducournau, et c'était déjà une sensation que j'avais eue lors de la rencontre, où je trouvais qu'elle répondait un petit peu à côté de la plaque à certaines questions, et j'avais l'impression qu'elle se rendait pas compte des enjeux qu'elle avait mis dans son film, et un peu de la richesse que portait son film. Cette sensation est d'autant plus renforcée dans Titane, et quand je lis les interviews, ce qui fait que ça ne fait qu'accroître ma déception, et le fait que, pour moi, Titane n'est pas un film maîtrisé, c'est un film qui est hélas assez raté. En quatrième position, le film Dune, encore une fois parce qu'il s'agit d'une déception personnelle. J'aime plutôt bien le cinéma de Denis Villeneuve, c'est quelqu'un pour qui j'ai plutôt de la sympathie. Je ne suis pas une grande connaisseuse de Dune, je n'ai pas lu les romans. J'avais vu le film de Lynch, mais il y a assez longtemps, donc j'en garde que des bribes de souvenirs. Voilà, je suis absolument pas une aficionada de l'univers. C'est pas ce film qui donne envie de s'y pencher, hein, sincèrement. C'est glacial. Il n'y a aucune émotion. Même les dunes d'Arrakis sont filmées comme si c'était des dunes mortes. Il arrive à transformer le désert, qui est la couleur la plus chaude par excellence, en un désert gris, froid et morne. Je trouve que la mise en scène et d'une froideur qui n'a rien à envier au film de Stanley Kubrick en termes de précision quasi chirurgicale, mais qui du coup ôte toute humanité au film. Et surtout, bah, évidemment, le plus grand défaut sur lequel beaucoup de personnes se sont déjà attardées, c'est que ce film n'est qu'une introduction. Du coup, on te pose presque pas d'enjeu, et en fait, t'as quasiment rien à te mettre sous la dent, quoi. Enfin, franchement, tu passes 2 heures à attendre qu'il se passe quelque chose, et ce quelque chose n'arrive jamais. Donc c'est extrêmement frustrant, et je pense que malgré le fait que ce soit une introduction, il y aurait eu moyen de proposer quand même des enjeux à ce film. Enfin, je veux dire, des trilogies ou des duologies, on en a déjà eu énormément, et à chaque fois, t'as quand même, les films, ils peuvent se regarder en stand-alone, parce que t'as des enjeux qui sont à chaque fois résolus à l'intérieur d'un même film. J'ai eu l'impression de regarder l'ouverture d'une série, mais qui aurait duré hyper longtemps, et un peu trop longtemps d'ailleurs à mon sens, parce que qu'est-ce que je me suis emmerdée devant Dune. Oh, mais je l'ai senti passer ce film. Et un autre défaut, bien évidemment, que beaucoup de gens ont déjà dit aussi, la musique, déjà, elle est omniprésente, donc ça veut dire que tu n'as jamais d'espace en tant que spectateur pour ressentir ce que tu veux ressentir. La musique te force toujours à ressentir ce que la musique veut que tu ressentes à ce moment-là. Moi, c'est des choses qui me gênent beaucoup. Mais en plus de ça, Hans Zimmer, il faut arrêter. Hans Zimmer, ça devient une parodie de lui-même de film en film. Hans Zimmer, il a juste tapé musique arabe.mp3 sur YouTube. Qu'est-ce que c'est original, des chœurs de femmes sur des gammes orientales pour filmer le désert. Putain, Hans Zimmer, heureusement que t'es là, on n'y aurait jamais pensé sans toi, hein, dis donc. Non, vraiment, pour moi, c'est une parodie de musique, ce n'est pas une... C'est pas possible que ce soit une vraie BO, quoi. Je sais pas, il y a une blague quelque part, il y a un moment, pour le 1er avril, il va nous dire « Eh, je vous ai bien eu !» Enfin, je sais pas. Un autre souci du film, je trouve que Timothée Chalamet a le charisme d'une moule ou d'une huître au choix, hein, tout ce que vous voulez. Je trouve qu'il n'a absolument pas les épaules pour porter son rôle. Et à la limite, quand on a des héros qui sont très fades, ça ne me dérange pas si à côté de ça, on a l'univers qui est assez développé, si on a les personnages secondaires qui sont assez intéressants, qui portent le film à la place du héros. Là, c'est pas le cas. Tout le monde est plat, tout le monde est fade, les univers sont inintéressants. Donc ce qui fait que si on n'a pas le héros qui essaye un petit peu de rehausser notre intérêt, ben... tout part à volo, quoi. Et moi, je vais vous dire, la quête de Paul Atreides, je m'en contrefous, parce que ce personnage, je m'en contrefous. Il y a aussi le petit passage grossophobie qui m'a bien fait chier, à savoir qu'il y a le personnage d'une faction ennemie qui est un personnage qui est gros. Au début, je trouvais ça intéressant parce qu'il est vraiment gros, mais n'est jamais ridicule. Il est au contraire assez impressionnant, il a un chara-design vraiment très intéressant. Mais évidemment, il faut qu'on le filme à une scène de repas, non pas en train de manger normalement, mais bien évidemment de se baffrer avec des gros bruits bien dégoulinants pour bien montrer la graisse qui dégouline. Et il faut qu'on le montre en train de, lorsqu'il se déplace, d'avoir des bruits de chair, hein, pour bien montrer à quel point c'est dégueulasse les gens gros, bah regardez-moi ces gros tas de chair. Ça m'a aussi bien gonflé parce que je pense qu'il y avait carrément moyen de filmer ce personnage tout en lui rendant son côté imposant, de lui donner plus de grâce et d'ampleur, et de ne pas tomber dans des clichés grossophobes qui, sincèrement, moi, commencent à me gaver dans le cinéma. Donc Dune, je ne vais pas m'étendre sans s'étendre sur le sujet, sincèrement, ça a été l'encéphalogramme plat, voilà, je trouve qu'il y a rien dans ce film. J'irai voir la suite parce que je suis curieuse de découvrir l'univers et j'aimerais bien voir si des enjeux se mettent enfin en place, mais très sincèrement, en l'état, Dune, premier du nom, c'est un non-film. Je suis complètement désolée, en fait, si, c'est bien un flop 6, mais c'est pour vous dire à quel point
ce film, à quel point j'ai zappé ce film, j'ai oublié de le noter sur mon flop 6, et je viens de me rappeler à l'instant que si je l'avais vu, et que si, il doit terminer dans mon flop. Il s'agit donc de Madres Paralelas de Almodovar. Qu'est-ce que ça me fait chier de mettre un film d'Almodovar dans mon flop? Mais alors pour vous dire, j'ai oublié que j'avais vu ce film, quand j'ai fait ma liste de films que je fais toujours sur mon bullet journal, j'ai oublié que je l'avais vu, et lorsque j'ai dit à Antoine, mais quel film on a vu durant les vacances, on a oublié tous les deux qu'on l'avait vu, mais c'est pour vous dire, c'est incroyable. Donc Madres Paralelas, c'est un film que je trouve complètement raté. Je ne sais pas ce que Almodovar a voulu faire avec ce film. Donc on suit d'un côté l'histoire de deux mères qui accouchent en même temps, qui sont deux jeunes mères célibataires, qui vont se serrer les coudes, mais il y a une histoire de bébé échangé. Et d'un autre côté, on suit l'histoire de une de ces deux mères, incarnée par Penélope Cruz, qui va ouvrir les fosses communes dans son village, donc les fosses communes de la guerre d'Espagne. Les deux n'ont pas de rapport. L'histoire des fosses communes, c'est là-dessus que se conclut le film, donc t'as l'impression que c'est un peu ça le sujet principal, le sujet fort. T'as peut-être 20 minutes de film en tout sur ce sujet-là, donc tu sais pas vraiment ce que ça vient foutre au milieu. Et à côté de ça, on s'attarde énormément sur cette histoire de grossesse, de maternité, qui est une histoire intéressante en soi, hein, et sur cette histoire de bébé échangé, y a pas de problème, c'est intéressant en soi, mais dans ce cas-là, fallait faire un film uniquement là-dessus, fallait pas essayer de le rattacher à une autre histoire pour essayer de faire croire que c'était des métaphores sur... Enfin, je sais pas, franchement, il y a une histoire de métaphores et de liens qui ne fonctionnent absolument pas du tout entre ces deux histoires qui s'entremêlent. Je trouve que c'est un film qui a aussi beaucoup de longueur, qui est souvent très chiant, et d'autant plus chiant qu'on voit toutes les situations venir à l'avance. Dès l'instant où on voit ces deux mères qui se font prendre leur bébé à la maternité en même temps et on leur rend leur bébé, on sait tout de suite qu'il va y avoir cette histoire de bébé échangé. Mais le film, il fait durer ça, il fait durer. Et le moment de la révélation, ça devrait être un petit peu comme un plot twist, sauf que ça tombe complètement à plat, parce que on le voit tellement venir à des kilomètres. Et du coup, on suit cette histoire de vie de ces deux jeunes femmes qui aussi, au bout d'un moment, tombent amoureuses, etc. Mais c'est pas très intéressant. Les dialogues sont pas très pertinents. La mise en scène, c'est du Almodovar, donc c'est très beau, mais c'est pas non plus resplendissant. Et ce qui me tue, c'est qu'il paraît que c'est un film qui a fait scandale en Espagne. Je comprends pas vraiment pourquoi, étant donné à quel point il est timide sur la question de la guerre d'Espagne et sur la question de l'ouverture des fosses communes. Je sais que l'Espagne a beaucoup de soucis sur cette histoire, sur notre histoire. Je suis descendante de Rouge, donc de la guerre civile espagnole, donc c'est aussi une partie de mon histoire. Je suis particulièrement touchée par ce genre de choses. C'est d'autant plus bizarre que ce film n'ait pas réussi à me toucher en abordant ce genre de choses. Mais sincèrement, au vu de sa timidité envers le sujet, je ne pense pas qu'il y avait de quoi en faire tout un plat. J'ai déjà vu beaucoup de films aborder les sujets de la guerre d'Espagne, de l'ouverture des fosses communes, qui y vont beaucoup plus frontalement et qui sont beaucoup plus courageux en fait sur ce sujet-là. Là, j'ai trouvé ça bien timide et bien très mal porté, bien très mal incarné. Vraiment un film foutrarque qui va dans tous les sens et qui finalement n'en a pas. En troisième position, encore une déception pour moi, Annette. Je ne comprends pas ce film, je ne comprends pas son succès. Pour moi, c'est un nanar. C'est un nanar. Alors, une fois que je l'ai pris comme un nanar, je me suis marrée. Mais c'est pas possible un film pareil. Déjà, quand tu fais un film musical, il faut être sûr que les personnes qui vont incarner ces musiques le font avec brio. Adam Driver, c'est un excellent acteur, mais putain, c'est pas un bon chanteur. C'est une catastrophe. Et rien que ça, de le voir chanter de manière aussi laide et aussi atroce tout le long du film, ça donne déjà un côté presque parodique à l'ensemble. Donc déjà, rien que ça, c'est raté. Ensuite, les chansons en elles-mêmes. Vous savez que je suis pas fan de La La Land, que je me suis un peu ennuyée, mais au moins La La Land, s'il y avait un truc qui était réussi, c'était les chansons, les paroles. Ça avait du fond, ça avait du sens. Là, dans Annette, les paroles, c'est d'une platitude. On se parle de la chanson We Love Each Other So Much, qui est juste ça. La phrase We Love Each Other So Much, qui est répétée en boucle. Enfin, je sais pas. C'est ça une comédie musicale hein, en 2021, c'est ça le truc qui a pris tout le monde aux tripes et qui a reçu des prix partout, etc. C'est ce genre de profondeur de parole qu'on attend vraiment. D'autant plus que je suis extrêmement gênée quand ce sont des paroles qui viennent te raconter précisément ce que tu es en train de voir à l'image. L'intérêt d'une comédie musicale, c'est justement d'aborder des choses d'un point de vue plus métaphorique, ou bien d'avoir un côté qui résume les choses, qui les condense. Là, on a absolument rien de tout ça, on a juste des paroles qui viennent nous expliciter
en permanence ce qui se passe sur l'écran. On n'est pas teubé, hein, on arrive à aller voir les choses. L'art du cinéma, c'est justement de ne pas expliciter les choses, c'est justement de nous montrer les choses. Ça va, on a un cerveau, on sait s'en servir en fait. À côté de ça, je trouve le message extrêmement puant, étant donné que ça essaye de nous faire avoir de l'empathie pour ce genre de cas extrêmement classique d'un pauvre homme qui est célèbre et puis sa femme aussi, mais sa femme un jour, eh ben, elle est plus célèbre que lui, alors il n'arrive pas à gérer, donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il la tue. Oh, et le pauvre, après, ben, il a des remords, ben, c'est triste, et puis on devrait le plaindre en plus. Je déteste ce genre de truc, surtout qu'à aucun moment on essaye de nous faire avoir un point de vue qui soit un petit peu novateur sur cette chose-là. C'est bon. D'ailleurs, je trouve que sur ce sujet-là, A Star is Born est vachement plus intéressant et intelligent parce qu'il aborde ce sujet bien plus en profondeur que Annette. En parlant de Annette en elle-même, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais la tronche de cette poupée, c'est pas possible. Hein. Moi, il y avait des moments où j'étais obligée de détourner mes yeux de l'écran, et je vous jure que c'est vrai, tellement cette poupée me met mal à l'aise. C'est pas possible. Ce truc, c'est un monstre. Et en plus de ça, je trouve que la métaphore n'est pas forcément extrêmement pertinente. Je sais que le réalisateur avait voulu absolument garder le secret autour de ça. Il avait fait en sorte que même dans les projets presse, personne n'en parle pour garder le secret, que ce soit une poupée. Ça va, redescendre d'un étage. En fait, c'est aussi ça. Je trouve que ce film, il est entouré d'un ego et d'une prétention qui m'exaspère au plus haut point. Donc déjà dans ce processus-là, où le mec, je me dis, putain, il se la pète vraiment pour réussir à demander des trucs pareils. Désolé, il y a des gros changements de lumière, malgré mon éclairage, le temps arrête pas de changer. Mais en plus de ça, je trouve que ce film, dans son ambiance, dans ce qu'il véhicule, dans son message, même dans la manière dont ça commence, même son introduction, t'as l'impression de voir vraiment le film, mais prétentieux à outrance, du mec qui se dit « Moi je fais du cinéma d'auteur, tu comprends. Moi je m'adresse pas à n'importe qui, tu vois. » Non, vraiment, Annette, c'est un film qui m'exaspère au plus haut point. Et là, pour le coup, on commence à rentrer dans les flops qui sont vraiment des flops, étant donné que je considère ce film comme étant vraiment mauvais. Au-delà du fait qu'il ne m'est pas plu à moi sur un plan personnel, je le considère comme étant vraiment raté sur certains plans, et notamment sur le plan du chant, j'y reviens, mais... c'est pas possible, quoi, c'est absolument pas possible. Mais c'est rien comparé aux deux films qui arrivent. En deuxième position, Sans un bruit 2. J'avais plutôt bien aimé le premier opus, pour lequel j'avais de la sympathie et je trouve son principe sur le son très intéressant. Sans un bruit 2, c'est vraiment, on tombe dans le film d'horreur lambda, classique, qui n'a plus de personnalité, qui a des enjeux qu'on a déjà vus des centaines de fois et d'une platitude incroyable. On passe de personnages féminins forts à personnages féminins qui sont relégués au rôle de mère et qui du coup passent leur temps à attendre qu'un homme vienne les sauver. Je vous jure que c'est littéralement ça, on a que des demoiselles en détresse dans le film, c'est insupportable. On a des passages d'un cliché qui frôle le ridicule. Par exemple, un moment où on apprend que le nouveau héros de ce film-là, en fait, il vivait avec sa femme et sa femme, elle est morte et du coup il a gardé le cadavre. Cette scène ne sert absolument à rien, si ce n'est à faire un espèce de vieux jumpscare tout pourri au moment où on découvre le cadavre, mais ça n'a aucune conséquence, ça n'amène à rien. Il y a un vieux passage où, oh là là, c'est un monde dystopique et post-apocalyptique, donc oh là là, les humains ils sont méchants, et donc ils tombent sur une bande de méchants, et en fait c'est vraiment des méchants, tu vois. Et ils ont presque un look de pirates, ils ont les dents jaunes, mais vraiment t'as l'impression de voir un truc du niveau d'un film Disney, quoi, au niveau de la représentation, au niveau même des dialogues, mais ils étaient d'un cliché, d'un ridicule. La fin du film et le principe sur comment ils vont réussir à se sauver cette fois, c'est assez intelligent, mais je trouve que c'est extrêmement mal amené, et je trouve que les personnages qu'on a appris à aimer dans le premier deviennent un peu cons dans cet opus-là, et notamment les personnages d'adultes qui avaient appris à aimer et à respecter le personnage de l'adolescente qui était sourde et qui du coup apportait énormément de solutions dans ce monde où le son te tue. Bien là, d'un coup, on la respecte plus, d'un coup elle est reléguée à nouveau à son rôle d'enfant, à son rôle de personne qu'on n'écoute pas, donc je sais pas pourquoi, ils deviennent cons d'un coup, j'en sais rien, peut-être que le fait d'avoir accouché ça a rendu Emily Blunt stupide, j'en sais rien, il faut trouver des solutions. Donc non, vraiment, Sans un bruit 2, c'est un film d'horreur cliché, classique, lambda, qui n'apporte rien, qui n'a pas de personnalité, et c'est vraiment dommage parce qu'au vu du premier opus, ça méritait une suite qui soit vraiment plus à la hauteur. Et enfin, en première place, le pire film que j'ai vu cette année, et très honnêtement, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Tout court. J'ai pas vu Resident Evil cette année, je pense qu'il aurait terminé dans mon flop, hein, au vu de tout ce que tout le monde en a dit. Je regrette presque de l'avoir loupé au cinéma, je pense qu'il aurait terminé dans mon flop. Mais en attendant, à défaut de ne pas avoir vu Resident Evil, c'est Halloween Kills qui prend la place. Oh, mon dieu, ce film, vraiment.
Au début, franchement, les 10-15 premières minutes, je me suis dit, putain, ça va être vraiment pas mal. Il y avait deux choses que je trouvais assez intéressantes. Le nouveau design du masque de Michel Meyer, comme on dirait en français, qui était brûlé du coup, et qui avec une espèce de sensation comme si la peau avait coulé, qui lui donne un nouveau design assez intéressant, très effrayant, que je trouve très réussi. Et le fait que dans le générique, il y ait un remake du thème d'Halloween de Carpenter, qui est vraiment très réussi, et qui réactualise ce thème sans pour autant le déformer. Et je me disais, putain, là je suis en train de voir le film de quelqu'un qui a compris ce qu'est Halloween, et qui va réactualiser le mythe, enfin vraiment qui a... Je trouvais que ça démarrait sur des bonnes bases, mais alors le reste... Oh, qu'est-ce que je me suis fourvoyée, les enfants! Oh mon dieu! Franchement, si jamais tu poses ton cerveau, il y a certaines scènes, c'est quasiment du nanar. À certains moments, ça peut être appréciable. Je pense que ça, c'est la petite touche Blumhouse qui a voulu faire à certains moments du divertissement. Ces moments-là sont appréciables. Le reste... Je sais même pas par où commencer pour vous dire tellement tout est raté. Les personnages sont tous plus stupides les uns que les autres, mais c'est incroyable, t'as l'impression de voir la parodie d'un film d'horreur, et la parodie presque d'un teenage movie. C'est des adultes, mais ils se comportent comme dans un mauvais teenage movie d'horreur, quoi, c'est incroyable. Le film prend le parti pris, qui est extrêmement bizarre et brouillon, de partir sur plein de timelines différentes. Donc d'un côté on suit l'histoire de Laura et de sa fille qui sont à l'hôpital, et à l'hôpital se prépare une vengeance contre Michael Myers. À côté de ça, on suit l'histoire d'un groupe de survivants à Michael Myers qui veulent du coup le traquer dans la ville et qui essayent de lui poser des pièges. Et on suit une troisième histoire qui suit, je crois, la fille de d'un des survivants, oui c'est ça, la fille d'un des survivants, qui à eux deux vont dans la maison de Michael Myers pour essayer de le traquer. Et en fait, les trois timelines différentes, c'est pas vraiment des timelines différentes parce que ça se déroule au même moment, mais on va dire les trois lieux d'action différents s'intercalent extrêmement mal, et le montage est extrêmement bizarre. J'essaye d'être claire parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Quand tu as des films comme ça qui se passent dans des lieux différents, si tu intercales les scènes, tu essayes de faire en sorte que la scène précédente, qui va se passer par exemple à l'hôpital, elle ait des conséquences sur le lieu d'après et sur la scène d'après qui va se passer, admettons, dans la forêt. Mais là, pas du tout. En fait, les scènes n'ont pas de conséquences les unes sur les autres, ce qui fait que tout s'imbrique de manière extrêmement bizarre, et plutôt que de se dire on va clôturer une partie de l'histoire, par exemple la partie de la révolte à l'hôpital, puis passer à la partie du groupe qui essaie de se venger à Michael Myers, tout est mélangé. Ce qui fait que t'es dans une confusion totale, c'est le bordel absolu. Ça essaye à un moment d'introduire un espèce de message, mais complètement foutrard, qui est sorti de nulle part, sur un mec qui est évadé d'hôpital psychiatrique et que les gens prennent pour Michael Myers, et du coup ils se mettent à le traquer, ils veulent le lyncher, ils veulent le tabasser, ils veulent le tuer, et tu sais pas pourquoi, d'un coup il y a un espèce de message, quand même, tout le monde a droit à une rédemption, tout le monde a droit à une seconde chance, il faut pas juger les gens, etc. Mais ça, vraiment, ça sort de nulle part, et ça fait très message américano-angélique, très bibliquesque, et qui n'a rien à foutre là. C'est très mal joué. Vraiment, les acteurs et les actrices sont très peu convaincants. Je pense que c'est difficile d'être convaincu par ce que tu dis quand tu as des dialogues qui sont aussi mauvais. Ça vient aussi de ça et du fait que les personnages sont mal écrits, mais même l'interprétation est mauvaise. Et Michael Myers dans ce film, je suis désolée de dire ça, mais il est con. Je sais que c'est pas un personnage qui est censé être le summum de l'intelligence et de la stratégie, mais là il est vraiment présenté comme stupide, et il y a même certains moments où il est risible. Et en plus de ça, on le montre énormément. Michael Myers, il tire sa force et son côté impressionnant du fait qu'on le voit peu, qu'il surgit de la nuit. Là, il est filmé constamment en pleine lumière, on le voit se déplacer, on le voit marcher, et on le voit prendre des décisions qui sont cons, genre se mettre au milieu de la rue alors qu'il sait très bien qu'il y a plein de gens pour le tabasser, bah il y va quand même. Voilà, plein de choses comme ça qui sont extrêmement incohérentes et qui en plus ne collent pas avec son personnage et qui ne collent pas avec le mythe. Ah, il y a des petits passages homophobes aussi. On adore, il y a un couple gay dans le film, c'est le cliché, plus cliché tu meurs. Franchement, je pensais pas que c'était possible d'écrire encore des trucs pareils pour le cinéma. Franchement, c'est honteux, vraiment honteux. Voilà, Halloween Kills, purge absolue, qui à mon avis ferait un petit peu 50-50 avec Resident Evil dans le prix du pire film d'horreur de cette année et du pire film d'Oko. Mais je vous dis, vraiment Halloween Kills, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi mauvais film, qui soit aussi mal écrit, aussi mal réalisé, aussi mal joué, aussi mal dirigé, aussi mal monté. Il y a peu de choses à sauver dedans, si ce n'est effectivement l'éclairage, la photographie qui est assez jolie, la mise en scène à certains moments qui est plutôt belle, mais qui est hélas charcutée par un montage qui est
épileptique et qui n'a aucun sens. Voilà, Halloween Kills, vraiment haut la main, pire film de cette année. Et voilà, écoutez, j'ai enfin terminé ce top flop de 2021, j'espère que ça vous aura plu, ça va être encore une très longue vidéo, mais bon, comme d'habitude, j'adore passer sur les films, alors j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant un petit peu de l'actu de la chaîne. Alors, sur Instagram, je vous fais des choses en sortie de films, donc je vous parle plutôt de films récents que je suis allée voir. Je vous fais aussi des anecdotes cinéma illustrées, donc surtout n'hésitez pas à aller voir ça. Sur Facebook, ça va être plutôt les infos plus basiques, hein, ça va être les sorties de vidéos, un petit peu, voilà, les avancées de scripts, ce genre de choses. Et sur Twitter, c'est là où je suis le plus active, et c'est là où concrètement je raconte ma vie, donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur moi, ou sur échanger de manière générale, et me voir shitpost sur des conneries, c'est sur Twitter que ça se passe. Et voilà, et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et si tout va bien, à la semaine prochaine. Salut, et encore une fois, très bonne année 2022.